8h, 9h, Lionel Gougelot. 8h45 sur Europe 1, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Vous le savez, on se penche aujourd'hui sur les grands défis et l'avenir de l'intelligence artificielle. L'un des domaines dans lesquels elle va provoquer une véritable révolution, c'est la médecine. On va en parler avec vous, Jean-Emmanuel Bibaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiothérapeute en cancérologie à l'hôpital Georges Pompidou. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous publiez un livre, 2041, l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. C'est publié aux éditions des Équateurs. Et dès le début de votre livre, Jean-Emmanuel Bibaud, vous annoncez la couleur. Vous dites, aujourd'hui, je suis convaincu que l'intelligence artificielle bouleversera profondément la façon d'exercer notre métier de médecin et améliorera le devenir des patients. Nous sommes en passe d'inventer des machines qui nous soigneront mieux que nous ne sommes capables de nous soigner nous-mêmes. La machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. Là, vous parlez au futur, mais cette intelligence artificielle, elle existe déjà dans la pratique médicale. Absolument. Depuis quelques années, maintenant ça fait on va dire 3-4 ans, elle s'est déjà imposée dans plusieurs domaines en médecine. Par exemple en radiologie, il y a pas mal d'algorithmes qui analysent déjà certaines radiographies pour vérifier qu'il n'y a pas de cassure ou de fracture, de choses comme ça. Alors pardonnez-moi, je vous interromps tout de suite, ça veut dire quoi un algorithme qui vérifie qu'il n'y a pas sur... En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qu'on appelle d'apprentissage profond, très souvent. C'est-à-dire des réseaux neuronaux artificiels. Deep learning, comme on dit. C'est exactement ça. Ouais. Ce sont les mêmes algorithmes qu'on a sur Facebook ou sur Google pour faire de la reconnaissance d'objets sur des images ou de visages quand on met les noms de ses amis sur les photos. Et donc ces algorithmes-là sont utilisés cette fois-ci pour vérifier par exemple qu'il n'y ait pas de fracture ou qu'il n'y ait pas d'infection pulmonaire ou pas d'épanchement, de choses comme ça. Et en quoi c'est plus efficace que l'œil humain sur une IRM? Alors c'est intéressant parce qu'en fait ça peut être plus rapide, c'est quasi instantané. Et puis ça permet parfois de ne pas passer à côté de petites choses sur lesquelles l'œil humain n'aurait pas forcément tilté, entre guillemets. Et donc ça permet d'attirer l'attention du radiologue parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est fait par l'IA est toujours vérifié ensuite par un radiologue ou un médecin humain, entre guillemets. Donc ça existe déjà en ce moment absolument. dans les centres hospitaliers. Absolument, et c'est déjà même utilisé pour faire certains traitements en radiothérapie par exemple. On a déjà des algorithmes qui vont aider à faire le ciblage de la tumeur qu'on va traiter par le rayon et en fait on passe maintenant d'un ciblage qui prenait parfois plusieurs heures à faire manuellement à maintenant 2 à 3 minutes qui est fait par l'algorithme et qui est toujours ensuite vérifié par l'humain, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps. Là, on est au stade, dans l'exemple que vous nous donnez, du diagnostic, mais il n'y a pas que le diagnostic qui va être amélioré par l'intelligence artificielle, il y a la prévention, il y a le traitement. Exactement, oui. En fait, quand on utilise de l'IA en médecine, on peut faire soit ce que l'humain sait faire, donc c'est typiquement de la perception, donc de la radiologie ou de l'analyse de biopsie, comme on l'a dit, mais on peut aussi faire... de la prédiction. Et donc la prédiction, ça va être la capacité à savoir l'évolution d'une maladie ou alors le risque de développer une maladie. Et donc on peut, si on connaît ce risque, adapter éventuellement des mesures de dépistage ou changer des comportements pour éviter la maladie avant qu'elle n'apparaisse. De la même façon, sur les traitements eux-mêmes, si on arrive à prédire à l'avance les chances de guérison de quelqu'un, peut-être que par exemple, s'il a de très très bonnes chances de guérison, on va faire des traitements qui sont moins lourds, qui auront donc moins de séquelles, et donc on va faire ce qu'on appelle de la personnalisation des traitements, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer à tout le monde exactement la même chose, mais on va personnaliser les choses pour essayer de maximiser les chances de guérison et de minimiser les risques de séquelles. Est-ce que cette intelligence artificielle est d'une certaine façon condamnée, entre guillemets, à être maîtrisée par tous les médecins à l'avenir? Alors, en fait, il y a un vrai enjeu sur la formation des médecins à l'utilisation de ces outils-là. L'IA, c'est un outil au même titre, je le dis souvent, que le stéthoscope. Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique du médecin. Ça va faire partie de plus en plus. Et il va falloir former les médecins à bien l'utiliser, à bien la contrôler, et puis à bien comprendre aussi, quand même, à minima, comment elle a été faite pour pouvoir juger de sa qualité, tout simplement. Et donc, la faculté Paris-Cité, où je suis, a lancé notamment le département d'IA en santé, qui est un des premiers de France, qui forme entre autres les médecins à l'IA, mais aussi par exemple les ingénieurs au métier de la santé. Quels sont les progrès, quelles sont les découvertes auxquelles il faut s'attendre pour l'avenir?
Dans l'avenir, les principaux points, ça va être avant tout en radiologie. On va continuer à avoir de plus en plus d'IA, notamment pour le dépistage automatisé, par exemple, du cancer du poumon ou alors du cancer du sein sur les mammographies. Et puis, on va aussi avoir sur ce qu'on appelle l'anatomopathologie. C'est-à-dire un grand mot pour dire l'analyse sous microscope des biopsies. Quand on a une suspicion de cancer, on va aller prendre un petit morceau de l'anomalie et puis on va l'analyser sous microscope par un médecin. Et on va regarder les caractéristiques des petites cellules pour voir si elles ont l'air d'être cancéreuses. Eh bien ça, c'est une tâche de perception qui va être faite de plus en plus par de l'intelligence artificielle et qui va permettre d'accélérer énormément ce type de processus-là. Vous qui êtes médecin, Jean-Emmanuel Bibeau, est-ce que, pardonnez-moi la question, mais est-ce que vous vous sentez pas un petit peu dépossédé de votre art ? Alors, c'est vrai qu'il y avait cette question un petit peu de la réticence, on va dire, des médecins, il y a encore, je pense, 10-15 ans, peut-être un peu moins. On sent véritablement que cette réticence, elle est en train de disparaître. Dès qu'on parle d'IA maintenant à l'hôpital, tout le monde... Parce qu'il y a des résultats concrets, voilà, il y a des résultats très concrets. Avancées. Et les médecins sentent bien que l'IA est développée pour le bénéfice du patient. Et en fait... Bien entendu, le but d'un médecin, c'est de guérir le plus possible ses patients. Et donc, il y a une vraie excitation, au contraire, actuellement, au lieu de la réticence qu'on pouvait rencontrer avant, sur ces outils-là, pour pouvoir s'en servir au bénéfice des patients. Oui, mais comment le médecin que vous êtes, alors vous êtes convaincu, mais comment les confrères peut-être peuvent-ils être convaincus finalement de la perspicacité, de la pertinence d'un diagnostic par intelligence artificielle? Il peut toujours y avoir une zone d'ombre, une incertitude. Absolument. Alors ça, c'est vraiment un thème très très important en IA, particulièrement appliqué à la médecine. Ouais. C'est le fait qu'on puisse faire confiance ou pas à ce qui est fait par l'algorithme. Très souvent, c'est difficile de faire confiance parce que l'algorithme vous donne une réponse ou un diagnostic, mais ne vous donne pas les raisons pour lesquelles il a pris cette décision, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, on a des méthodologies ça fait plusieurs années, qu'on appelle des méthodologies d'interprétabilité, c'est-à-dire que l'algorithme, l'IA, vous donne le résultat, mais aussi les raisons pour lesquelles il pense qu'il y a un tel ou tel diagnostic. Et donc, le médecin peut juger de la pertinence de ces raisons-là, par exemple, pour voir si ça correspond à son intuition médicale. Et donc, on a déjà des outils qui permettent d'aller un peu au-delà de ces problématiques-là. Alors maintenant, moi, je me mets du côté du point de vue du patient. Est-ce que là aussi, c'est pas source de réticence, d'interrogation? Moi-même, en tant que patient, est-ce que je fais plus confiance à la machine sous intelligence artificielle plutôt qu'au médecin que je connais, avec lequel j'ai une relation de confiance et dont j'ai la certitude qu'il a les capacités pour traiter la maladie dont je suis atteint? Absolument. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de vraiment beaucoup évoluer. Les gens sont en train de comprendre que l'IA ne va pas remplacer le médecin totalement. Je pense que c'est pas le but du tout. C'est pas le but des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là. L'IA va venir en outil et paradoxalement, en fait, va renforcer la relation humaine entre le médecin et son patient, parce que tous les actes techniques dont on a parlé, sur la radiologie, la radiothérapie, etc., vont être faits de plus en plus de façon automatisée, et donc ça va libérer du temps pour la consultation, pour la relation médecin-patient. Et donc au contraire, ce qu'on va voir, alors qu'on s'attendait un peu à l'inverse, en réalité on va voir, et ça a été montré dans pas mal de papiers faits par des équipes qui s'intéressent à ces thématiques-là, probablement que l'aspect humain de la médecine va être très renforcé, parce que toute la technique va être diminuée dans l'emploi du temps, on va dire, du médecin. Mais il restera donc cette relation de confiance obligatoire. Elle est essentielle. Évidemment qu'on ne peut pas imaginer qu'un patient soit intégralement traité, entre guillemets, par une intelligence artificielle. Mais je prends aussi souvent cet exemple-là, qui est un peu caricatural, mais qui donne quand même une idée. Imaginons qu'en 2041, justement, on ait un système chirurgical automatisé qui vous donne d'excellentes chances de guérison, à 95%, et qu'à côté, vous savez que le chirurgien, alors je prends l'exemple de la chirurgie, mais ça peut être d'autres exemples, que le chirurgien humain donne de moins bons résultats, par exemple 80%, je pense qu'on est tous d'accord, moi le premier, que j'aurais tendance à choisir la machine pour être certain qu'elle va me donner les meilleures chances. C'est ça qui va se poser les questions. C'est comme dans tout, ce sont les résultats qui finalement accréditeront le système, d'une certaine façon. L'intelligence artificielle, Jean-Emmanuel Bibeau, ce sont des logiciels, des algorithmes, des programmes, que sais-je, pardonnez-moi si je n'utilise pas les termes très précis. Tout ça, ça coûte cher? Alors,
En fait, pour équiper les services des hôpitaux? Alors, à créer, paradoxalement, ça ne coûte pas très très cher, parce que ça coûte du temps en fait de calculateur, grosso modo, et puis du temps humain pour les faire, parce que c'est pas de la magie. Derrière, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'humains qui les font. Par contre, c'est vrai que pour équiper les hôpitaux, ça a un certain coût, et je pense que ce coût, on l'a vu pour d'autres techniques, va diminuer avec le temps. Plus les techniques vont se généraliser, plus les prix vont baisser. Donc à l'heure actuelle, c'est encore relativement cher, mais je pense que d'ici 5-10 ans, ça va se généraliser, et puis il va y avoir des mécanismes de remboursement qui vont être mis en place par la CPAM, etc. Et donc les choses vont se démocratiser, c'est indubitable. Mais je vous pose la question parce que vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine. L'hôpital français, le système hospitalier français est en crise. Est-ce que les comptes sociaux peuvent se permettre d'investir massivement dans les différents outils de l'intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics, la prévention et les traitements? Alors je pense qu'ils le peuvent et surtout ils le doivent. Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué, prenons l'exemple des scanners thoraciques, donc scanners des poumons pour voir si vous avez un cancer du poumon. Oui. À l'heure actuelle, il faut que le radiologue lise les 500 coupes de scanners et ça lui prend énormément de temps. Et donc c'est un peu un problème. Il est préférable d'avoir une IA qui va pouvoir le faire de façon plus rapide et ensuite le radiologue va pouvoir le faire lui-même aussi de façon beaucoup plus rapide, et donc ça va libérer du temps de médecin, et donc il va falloir repenser la façon dont on attribue les ressources financières et aussi les ressources de temps d'organisation de l'hôpital, entre autres. Donc non seulement je pense ils peuvent, mais surtout ils doivent, parce qu'en fait en réalité ça va libérer du temps médical pour d'autres choses. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est que on se dise j'ai acheté mon système d'IA donc j'ai pas besoin d'employer plus de médecins. Oui. Ça c'est le gros risque à mon avis, c'est-à-dire qu'on se dise il faut pas que la machine remplace l'homme. Voilà. En fait, c'est pas ça qu'il va falloir faire. Il va falloir acheter ces systèmes-là, avoir plus de temps pour les médecins, pour qu'ils voient plus de patients et mieux les patients. Mais il faut pas que ça se fasse au détriment de la force médicale humaine, entre guillemets, et paramédicale. Cet avenir de l'intelligence artificielle, il est déjà enseigné à la faculté? Oui, absolument. Donc, par exemple, à l'Université Paris-Cité, on a un département d'IA qui ne fait que ça et qui a l'originalité d'enseigner d'une part l'IA aux médecins, mais aussi la médecine, entre guillemets, aux ingénieurs et aux chercheurs sur l'IA. Donc, on essaye de créer ces interactions-là pour les systèmes d'IA du futur. La médecine de l'avenir grâce à l'intelligence artificielle. Merci infiniment, Jean-Emmanuel Bibeau. Je rappelle le titre de votre livre, 2041, l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. C'est aux éditions des Équateurs.